Vous êtes sur la RTS, soyez les bienvenus dans ce 12-45. Voici les titres de ce lundi 9 janvier. Image saisissante, le cœur du pouvoir brésilien envahi par des milliers de bolsonaristes. Les lieux ont été saccagés, il y a des centaines d'arrestations. Nous serons en direct du Brésil. Le secrétariat d'État à l'économie publie les chiffres sur le marché du travail suisse. Un taux de chômage annuel au plus bas depuis 20 ans, 2,2%. Et une pénurie de main-d'œuvre marquée. Exemple aux urgences de Martigny, forcées de fermer la nuit prochaine. La Suisse doit-elle tester les voyageurs en provenance de Chine ? Certains parlementaires voudraient voir appliquer des mesures similaires à celles de nos voisins. Le Conseil fédéral en débattra mercredi pour sa rentrée. Nous sommes en 2023, l'année s'annonce riche. Quelles seront les grandes tendances, les grands rendez-vous en Suisse et à l'international ? C'est notre nouveau rendez-vous Mutation. Des partisans d'un ancien président qui s'empare des institutions du pays. Nous ne sommes pas il y a 2 ans à Washington, mais cette nuit, au Brésil, des milliers de bolsonaristes ont déferlé sur la bien nommée place des 3 pouvoirs. De retour à Brasilia, le président Lula n'a pu que constater les énormes dégâts. On fait le point avec Laetitia Rossi et Laurent Bourkelter. L'intérieur du palais présidentiel après l'assaut des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. Une scène de crime pour les enquêteurs déjà à pied d'œuvre pour retrouver les instigateurs de ce qui est largement condamné comme une attaque contre la démocratie brésilienne et ses institutions. Hier après-midi, des dizaines de milliers de contestataires envahissent la Cour suprême, le bâtiment du Congrès et le palais présidentiel, saccageant le mobilier et les œuvres d'art, dérobant l'exemplaire original de la Constitution. Des scènes qui rappellent l'assaut contre le Capitole à Washington. La horde est tout aussi convaincue de sa cause. Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols commis par Lula, son vice-président et le président du tribunal électoral. On veut de nouvelles élections avec des urnes vides. Les forces de l'ordre n'ont repris le contrôle qu'à la tombée de la nuit. Le président Lula, absent de Brasilia hier, s'est rendu dans la capitale aujourd'hui. Il demande une punition exemplaire pour les responsables du saccage. Ces gens, ces voyous, qu'on peut appeler des fanatiques nazis, des fanatiques staliniens, ou mieux encore des fanatiques fascistes, ont fait quelque chose d'encore jamais vu dans l'histoire de ce pays. Des déprédations qualifiées de contraires à la règle par Jair Bolsonaro, actuellement en Floride. Du président Lula aux simples observateurs, de nombreux Brésiliens le tiennent pour responsable. Je pense que le déni de Bolsonaro face aux résultats des élections a contribué à cette situation. Les conséquences de cet épisode seront graves. Les condamnations internationales sont quasi unanimes, des États-Unis à la Russie. Jair Bolsonaro condamne lui sans fermeté. Avec nous Laetitia Rossi. Bonjour Laetitia. Faut-il y voir une tentative de coup d'État téléguidée par l'ancien président ? Bonjour. Alors, le rôle de Jair Bolsonaro dans cet événement en particulier, ce rôle précis n'a pas encore été élucidé. En revanche, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que l'ex-président a contribué à former le terreau d'un tel mouvement social qui est né sur la contestation de la victoire de Lula à l'élection présidentielle il y a 2 mois. Et cette contestation a donné lieu à des manifestations à travers tout le pays, devant les casernes militaires de toutes les grandes villes du pays pour demander une intervention des forces armées pour empêcher la prise de pouvoir de Lula. Donc Jair Bolsonaro ne s'est jamais positionné de manière ferme contre ces manifestations. Donc d'une certaine manière, son silence a pu être interprété comme un appui ou en tout cas une connivence envers ce genre d'événements qui ont escaladé, d'escalade de violence comme nous l'avons vu hier à Brasilia. Merci Laetitia. Laetitia, depuis le Brésil, nous reviendrons bien sûr sur la situation là-bas dans le 19-30. On reste sur le continent. Joe Biden est lui arrivé au Mexique pour assister au sommet des dirigeants d'Amérique du Nord. Cette visite est placée sur fond de commerce, de lutte antidrogue et d'immigration. Le président américain s'est d'ailleurs rendu à la frontière côté américain. El Paso au Texas est une des portes d'entrée avec le Mexique et c'est un des grands enjeux de sa présidence.
On en vient maintenant à l'actualité en Suisse. C'est le chiffre à retenir ce matin, 2,2%. Le taux de chômage annuel est au plus bas depuis plus de 20 ans. Le secrétariat d'État à l'économie vient de publier les derniers chiffres relatifs au marché du travail. On fait le point avec Jean-Marc Berger. Jamais depuis 20 ans, les offices de placement n'ont eu aussi peu de chômeurs à réintégrer sur le marché du travail. En 2022, le nombre de personnes sans emploi est passé en dessous des 100 000 en Suisse. Le taux de chômage annuel s'est élevé à 2,2%. C'est une baisse de 0,8 par rapport à 2021. Après la crise du Covid, l'économie suisse a très vite remonté la pente. Selon le secrétariat d'État à l'économie, le niveau de chômage est même désormais inférieur au niveau d'avant la pandémie. Pendant la pandémie, il y a eu moins d'embauches. Les entreprises doivent rattraper ça. Ce qui est réjouissant pour les employés, les moins pour les entreprises qui n'avaient plus eu depuis longtemps autant de mal à trouver du personnel. Selon le SECO, 40% des entreprises ont désormais des difficultés à recruter. Le nombre de postes ouverts est largement supérieur au nombre de personnes annoncées au chômage. Les entreprises s'arrachent pour l'instant aussi les moins qualifiés, mais on pense qu'avec la situation économique comme elle se présente au cours de cette année, une diminution de la conjoncture, ça devrait aussi s'améliorer pour les moins qualifiés. Mais le défi reste, les personnes hautement qualifiées, ça va rester une rareté sur le marché du travail. Alors que la pénurie de main-d'œuvre devrait un peu s'atténuer en 2023, le nombre de chômeurs annoncés dans les ORP devrait, lui, réaugmenter légèrement. Cette pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans de nombreux secteurs, notamment dans les hôpitaux. Tous les services sont sous pression, les urgences en particulier. À Martigny, dès ce soir, elles resteront fermées la nuit, faute de médecins. Le reportage à Neuchâtel et en Valais d'Élodie Bautron et Florence Vustinier. À Martigny, ce lundi, l'atmosphère est particulière. Alors que les interventions d'urgence continuent, la responsable du service, elle, doit en préparer l'arrêt, programmé dès ce soir, de 18h à 8h. En tout cas, sur le mois de janvier, on va libérer une personne par nuit sur Sion. Okay. On est quand même obligé de garder du monde dans les parages. La fermeture des urgences ici est due à un manque de médecins. Clairement, il faut être honnête, ça a été un crève-cœur. On l'espère, moi je l'espère la plus courte possible, on sait qu'elle va quand même durer un petit peu dans le temps. Pénurie de personnel, mais aussi augmentation des patients, conduit à cette situation en Valais, mais sont perceptibles au final dans toute la Suisse. On a l'ensemble du système en ce moment qui est en train de montrer ses limites au niveau national, et je pense qu'on a un problème d'organisation globale de notre système sanitaire suisse, public en tout cas, qui est questionné aujourd'hui. Et ça, c'est une grande préoccupation qui dépasse de loin la préoccupation aussi que nous avons uniquement au niveau des urgences. À Neuchâtel aussi, comme dans d'autres cantons, les urgences restent cependant le symbole de cette difficulté généralisée, avec une augmentation de patients de 15%. On a un taux d'occupation des lits hospitaliers qui est très important, qui fait qu'on a des délais pour pouvoir hospitaliser des patients qui augmentent, et donc on doit garder aux urgences des patients plusieurs heures avant de pouvoir les hospitaliser. Ce qui fait qu'on ne peut pas installer d'autres gens et que ça s'accumule en salle d'attente ou dans les couloirs des urgences. Moi, j'ai fait un appel à la population pour être un peu souple et compréhensif, dans le sens où cette situation qui nous arrive nous impacte, nous, presque autant qu'eux, et on essaye de faire au mieux avec les ressources qu'on a aujourd'hui. À Martigny, les portes des urgences seront donc closes la nuit pour une durée indéterminée. Celles de Sion prendront le relais, en attendant de pouvoir compléter enfin les effectifs hospitaliers. Cette question maintenant, la Suisse doit-elle tester les voyageurs en provenance de Chine ? En Europe, plusieurs pays comme la France et l'Italie ont décidé d'exiger un test négatif pour l'entrée sur leur territoire, une mesure que certains parlementaires voudraient voir appliquée en Suisse également. Les précisions de nos collègues alémaniques avec Séverine Ambrus. Ils pourraient revenir très bientôt en nombre, les touristes chinois, comme avant le début de la pandémie il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, face à la flambée des cas en Chine, des parlementaires de gauche comme de droite s'inquiètent et voudraient que la Suisse introduise une obligation de test pour les voyageurs en provenance de Chine. Quand la pandémie a commencé, les contrôles aux frontières ont été introduits beaucoup trop tard. Et là, on répète la même erreur. Il vaut mieux contrôler maintenant que de se retrouver ensuite avec un nouveau confinement. Les pays voisins ont eux déjà opté pour un test obligatoire des voyageurs venant de Chine. Mais selon cet infectiologue, ce ne serait pas une solution adaptée.
Ce qu'il faut, c'est surveiller l'évolution du virus. Analyser par exemple les eaux usées dans les avions en provenance de Chine. Et si on veut prendre une mesure médicale, alors ce qu'il faudrait, ce serait plutôt une obligation de vaccination pour ces voyageurs. Pour le secteur du tourisme, une obligation de test ne poserait pas de problème particulier. Elle permettrait au contraire de clarifier la situation. Si nos hôtes d'Asie, lorsqu'ils viennent en Europe, doivent se poser la question de savoir quelles sont les conditions d'entrée dans chaque pays, pour nous c'est vraiment négatif. C'est pourquoi nous sommes en faveur d'une solution européenne commune. Le Conseil fédéral doit se pencher sur la question ce mercredi. Le premier vol direct en provenance de Chine doit atterrir à Genève le 26 janvier. Dès ce matin, l'ONU appelle la communauté internationale à investir massivement au Pakistan. Le pays se débat toujours avec les conséquences des inondations dévastatrices d'il y a 5 mois, plus de 1700 morts et 8 millions de déplacés. La reconstruction coûterait au moins 16 milliards de dollars. Depuis Genève, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, détaille les besoins. Cela comprend non seulement les efforts de rétablissement et de réhabilitation après les inondations, mais aussi les efforts visant à relever les défis sociaux, environnementaux et économiques de taille, que sont la reconstruction des maisons et des bâtiments, la refonte des infrastructures publiques, y compris les routes, les ponts, les écoles et les hôpitaux, relancer les emplois et l'agriculture, en veillant à ce que la technologie et les connaissances soient partagées avec le Pakistan pour appuyer ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes lundi et comme tous les lundis désormais, place à notre nouvelle rubrique Mutation parce que le monde est en mutation accélérée et que ça bouleverse nos vies. Et puisque c'est la première de l'année, on va voir de quoi 2023 sera fait avec nos chefs de rubrique, Cynthia Gagny pour les thèmes de société et culture, Viviane Gabriel, chef de l'éco-techno-conso, Rouven Guessa à Berne pour la politique fédérale, Antoine Silacci pour l'international et Pascal Jeanneret, la rubrique Sciences et environnement. Bonjour à vous 5 et bonne année. On va commencer par la thématique et la thématique transversale, elle impacte toutes les autres, c'est le réchauffement climatique. Alors on va voir si cette année El Niño qui est annoncé va faire une année encore plus chaude que 2022, ça on le verra plus tard, mais surtout Pascal, il y aura en 2023 une grosse pression sur les États pour passer à la vitesse supérieure, on peut dire ça ? Oui, parce que l'année passée, il y a eu des avancées sur comment gérer ou financer les dégâts du changement climatique, mais pratiquement rien du tout sur les causes du mal, c'est-à-dire les émissions de CO2. Et là, effectivement, 2023 devra faire date au niveau des États, par rapport aux objectifs de réduction et aussi aux moyens qu'ils consacrent, mais aussi au niveau international. Et là, on pressent poindre une mutation possible, c'est qu'au fond, les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, redirigent un petit peu leurs activités vers la lutte climatique. Donc on aurait une évolution qui serait importante pour le financement de la transition énergétique. Ça serait important, on verra, on suivra ça de près, parce que certes, il y a des efforts, la transition est en marche, on sait qu'elle est techniquement possible, mais c'est trop lent, il faut accélérer si on veut respecter l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. L'enjeu, on le sait, c'est que les territoires où vivent des milliards de personnes restent habitables et que ces territoires restent aussi cultivables pour les nourrir. Si on ajoute à ça encore la reconnaissance de l'importance de la biodiversité, ben oui, on peut voir qu'on a des gros enjeux pour l'année prochaine. Et on vient de le voir au Pakistan, donc c'est une réalité, mais a priori peut-être plutôt une bonne nouvelle aussi de votre côté. La question climatique, eh bien, elle est centrale en Suisse qui entre en année électorale. Le grand rendez-vous de 2023, ce sont bien sûr les élections fédérales du 22 octobre. Après un été bouillant avec un hiver trop doux jusqu'ici, grande question, Rouven, la vague verte va-t-elle se confirmer à Berne ? Oui, c'est l'un des enjeux majeurs de ces élections fédérales. Est-ce que les Verts vont confirmer leur progression d'il y a 4 ans ? 2019, rappelez-vous, c'était l'année des grandes manifestations des grévistes du climat. C'est un mouvement qui s'est un petit peu affaibli depuis ou avec la pandémie. D'ailleurs, d'après le dernier baromètre électoral de la SSR, eh bien, les écologistes seraient en perte de vitesse alors même que le climat reste l'une des principales, si ce n'est la principale préoccupation des Suisses. Mais ce n'est pas la seule, il y a aussi l'inflation, le pouvoir d'achat, la crise énergétique ou encore la guerre en Ukraine, la migration. Tout ça a une influence au moment d'aller voter, au moment d'aller élire ses représentants. Et en période de crise et d'incertitude, on le sait, c'est plutôt la droite qui a tendance à gagner. Alors, par exemple, que vont faire les Verts libéraux qui sont déjà annoncés comme les gagnants potentiels de ces élections ? Que va faire l'UDC, premier parti de Suisse ? Va-t-elle se renforcer ? Que va faire aussi le PLR ?
qu'on annonce comme gagnant, ou encore le centre qui se présente aux électeurs sous ce nouveau nom, ex-PDC, nom qui a été choisi pour enrayer son érosion au fil des dernières élections. Et réponse le 22 octobre. Vous venez, Rouven, dénoncer les principales préoccupations des Suisses. Les citoyens suisses, Viviane, envisagent l'avenir économique avec nettement moins d'optimisme qu'il y a quelques années, croissance en berne et inflation. En 2023, ils pourraient avoir mal à leur porte-monnaie. Oui, bon, je vais essayer de ne pas trop jouer l'oiseau de mauvaise augure. Nous ne sommes encore que le 9 janvier. Il y a encore pas mal d'inconnus à ce stade. Mais ce qu'on sait, c'est que les primes des caisses maladie prennent l'ascenseur cette année, plus 6,6%. Ça va peser sur le budget des ménages. Tout comme le prix de l'électricité, là aussi, la facture va être plus salée, plus 27% en moyenne. Troisième point, les loyers. Là, il n'y a pas encore de décision, mais des projections. Les spécialistes attendent une, voire deux augmentations cette année. Nous serons fixés en mars et en septembre avec la publication du taux de référence. Petite éclaircie, tout de même, sur le front de l'inflation, elle devrait baisser un peu, passer de 2,8 en moyenne en 2022 à 2,2%. Malgré tout, il faut s'attendre à une baisse du pouvoir d'achat cette année, selon l'Union syndicale suisse. La hausse générale des salaires ne suffira pas à absorber toutes ces augmentations. Bon, on sait que c'est notamment la guerre en Ukraine qui fait s'envoler les prix. Le conflit, Antoine, n'est pas prêt de s'arrêter. On voit un président russe un petit peu en difficulté. On voit également un président chinois en difficulté qui lui est aux prises avec une sortie un peu chaotique du Covid. Est-ce que vous diriez que 2023 pourrait être une année de difficulté pour les grands autocrates de ce monde ? Écoutez, il y a une différence qui est frappante quand on compare avec l'année passée. Souvenez-vous, janvier 2022, les autocraties avaient l'air en position de force. La Russie était menaçante, elle exhibait une armée qui était encore considérée comme la deuxième force de la planète. Le pouvoir chinois tenait fermement le pays, avec une politique zéro Covid vraiment très restrictive. Le régime iranien, lui, semblait encore et toujours indéboulonnable. Bien, aujourd'hui, ces trois grandes autocraties sont malmenées, elles ne sont plus en position de force. Leur survie est même parfois en jeu. Ce sont donc bien leur résilience et leur solidité qui vont être mises à rude épreuve en 2023. Mais attention, les démocraties aussi font face à de nombreux défis. On l'a vu encore la nuit passée avec les événements du Brésil. La tentation populiste reste encore très forte dans de nombreux pays. Et là aussi, c'est la résilience de ces régimes démocratiques qui va être mise à rude épreuve. L'année 2023 s'annonce donc compliquée, peut-être même déterminante pour ces deux types de régimes, démocratie contre autocratie. Les deux vont devoir absorber beaucoup de chocs et on verra peut-être dans quelques mois qui a la capacité de plus grande résistance. Grand match à l'international. Donc si on a bien compris, les bonnes nouvelles, comme souvent, sont à chercher. Du côté de la culture, 2023, Cynthia s'annonce pléthorique. Et autre bonne nouvelle, après 3 ans de pandémie, les Suisses ont soif de spectacles et de musique. Et oui, ils sont 2/3 à se dire prêts à retourner dans les lieux culturels sans crainte, selon une enquête publiée par la Confédération. D'ailleurs, plusieurs institutions affichent un record de fréquentation. C'est le cas du Kunsthaus de Zurich. Et puis le blockbuster américain Avatar 2 cartonne. Alors, c'est réjouissant, mais attention, on n'est pas encore au niveau d'avant-pandémie. Selon la même enquête, plus de la moitié de la population a pris l'habitude de rester à la maison et un quart a remplacé les sorties culturelles par les offres digitales. Et puis, en temps de crise, on ménage son porte-monnaie. Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler ici qu'en Suisse, les musées sont souvent gratuits. Et cette année, il y aura de très belles expos à découvrir. On peut citer Turner à Martigny ou Matisse à Bâle. Au théâtre, on se réjouit de découvrir la patte de la nouvelle directrice de la Comédie à Genève. Si vous voulez vous faire une toile, ce mercredi sort le film La Ligne de la réalisatrice Ursula Meyer. On reçoit demain. Que vous recevez demain, exactement, qui promet de faire rayonner le cinéma suisse. Et puis côté musique, on retrouvera les festivals de l'été avec cette offre, peut-être de quoi faire quitter le canapé, même aux plus sédentaires. C'est ce qu'on peut se souhaiter à tous. Une bonne année, sortir de son canapé et puis une année riche qu'on vivra tous ensemble sur ce plateau du 12-45. Merci à vous 5, merci à Rouven qui était depuis Berne. Et puis Cynthia, on continue à parler de culture avec cette exposition qui revient sur l'influence déjantée du surréalisme sur le design. Ce mouvement artistique né peu après la Première Guerre mondiale semble signer son grand retour. Visite au musée du design à Londres avec Clément Burguet. On a l'impression d'entrer dans une dimension parallèle. Ici, on trouve des objets loufoques, comme le mythique téléphone en forme de langouste créé par Salvador Dali, et des accessoires totalement inutiles, comme un fer à repasser recouvert de clous.
Ces objets sont présentés à Londres dans le cadre d'une exposition déjantée consacrée à l'influence du surréalisme sur le design. L'impact du surréalisme sur le design est d'encourager et de pousser les designers à réfléchir, à penser au-delà de ce qui est rationnel et fonctionnel, et de réfléchir à comment nos émotions, l'inconscient, nos rêves peuvent s'exprimer dans le design et nos maisons. Le surréalisme, c'est un courant artistique né en France peu après la Première Guerre mondiale et qui cherchait à libérer les artistes du contrôle de la raison. Salvador Dali, Man Ray ou encore René Magritte faisaient tous partie du mouvement. Mais comme le montre cette exposition, cette influence ne s'est pas limitée au XXe siècle et perdure encore aujourd'hui. La chanteuse Björk, par exemple, revendique cet héritage. Björk est une telle innovatrice dans le monde de la musique. Certains éléments qu'elle utilise comme des larmes brillantes sont directement inspirés du surréalisme. Pour cet artiste établi en dehors de Londres, l'attrait principal du surréalisme, c'est sa capacité de distraction. Je crée des sculptures surréalistes parce que l'art est un merveilleux outil pour s'échapper. Dans ce monde agité et compliqué, il est nécessaire de s'échapper. Et le surréalisme est une manière fantastique, visuelle et parfois drôle de se distraire. Un courant artistique qui arrive particulièrement à toucher un grand nombre de gens. L'art, en particulier celui qu'on trouve dans les musées ou les galeries, peut souvent être coupable d'élitisme. Le surréalisme est si populaire parce que c'est un brillant cocktail de familiarité et de fantaisie. Des objets qui font rêver et qui seront exposés à Londres jusqu'à fin février. Et c'est la fin de ce 12-45. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Lionel Fontana. À 19h, couleur locale et dans le Chablais, semaine spéciale consacrée à la démographie en Suisse romande. Et puis, on refait un point sur l'actualité à 19h30 avec Philippe Reva. Je vous dis à demain. Restez sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.